Gentlemen, it's an honor having you once again over For You Television Africa, where we debut this bilingual newscast in the French language with you by la bonne après-midi. Good day, Jixu Nabi, c'est pour cette première partie en langue française. Nous débutons donc du côté de la République centrafricaine où justement 3 membres de groupes armés ont été condamnés le 31 octobre 2022 par la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine de crimes contre l'humanité. Il s'agit donc notamment du premier verdict de ce tribunal hybride créé justement en 2015 et qui compose bien sûr des magistrats locaux et même internationaux. Galebo ici revient avec plus de précision. It is a historic appointment for the Central African Republic and for the victims, said Arnaud Dubai, Central African. Thousands of Congolese joined anti-Rwandan protests in the eastern city of Goma on Monday, denouncing Rwanda's alleged support of M23 rebels, as Kinshasa recalled its interim acting ambassador to Kigali in further souring of relations. Rwanda has denied Congo's long-standing accusation that it backs the M23, a Tutsi-led rebel group that had attacked Congolese forces near the Rwandan border since 2012. Tensions escalated last month after the group launched... Face à la situation sociopolitique assez tumultueuse, le président de la République, professeur Faustin-Archange Touadéra, a rencontré le vendredi 28 octobre 2022 le corps diplomatique en Centrafrique pour clarifier les choses afin de ne pas laisser la place à des interprétations tendancieuses. Dans son mot de circonstance, le président centrafricain a tout d'abord tenu à remercier ses diplomates qui ont accepté son invitation pour cette rencontre de partage d'informations et d'échanges sur l'actualité en République centrafricaine. Dans son propos, le président Touadéra a expliqué que depuis un certain temps, l'atmosphère politique du pays est polluée par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, systématiquement relayées par une partie de la presse internationale. Ces désinformations sont souvent véhiculées par une minorité d'hommes politiques centrafricains dans lesquels la majorité du peuple ne se reconnaît pas. Parmi ces différents sujets qui inondent les réseaux sociaux, apparaît au premier plan la mise à la retraite de certains magistrats et fonctionnaires de l'État, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État centrafricain a rappelé qu'une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir le droit à la retraite, dont le magistrat Trinité Bongo Sangafio, juge constitutionnel. À cet effet, plus de 50 fonctionnaires de l'enseignement supérieur ont également été mis à la retraite, dont Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale, et Daniel Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Cette vaste campagne de désinformation et de manipulation, conduite notamment par certains partis de l'opposition, a fait l'objet de plusieurs controverses au sein de l'opinion publique nationale, voire internationale. Le président Faustin-Archange Touadéra a également mentionné que le peuple centrafricain a observé, et ceci à la grande surprise de tout le monde, que dans une déclaration sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, publiée avant sa décision du 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a remercié des entités politiques, la société civile, des individus et pire, les requérants regroupés au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, pour les soutiens politiques que ceux-ci lui ont apportés. Cette déclaration d'amour entre la Cour constitutionnelle et l'opposition démocratique a alimenté le doute des Centrafricains sur la véritable indépendance de cette haute juridiction. Autant de sujets sur lesquels le professeur Touadéra est revenu. Et puis parlons de toute autre chose à présent. De milliers de personnes en colère ont manifesté lundi dernier à Goma contre le Rwanda, accusé par les autorités de la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23 qui ont gagné assez de terrain ces derniers jours dans l'est du pays. Et dimanche déjà, des dizaines de jeunes avaient donc manifesté et même brûlé des drapeaux rwandais à Goma. Reportage Koumabiti. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo, et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC. C'est l'une des résolutions prises par le Conseil supérieur de défense, présidé par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi,
samedi 29 octobre 2022, suite à une escalade du conflit rwando-congolais. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega a été expulsé de Kinshasa sous fond de tensions accrues entre les deux pays. Les attaques des rebelles du M23 progressent depuis quelques semaines dans l'est de la République démocratique du Congo et pointent une implication rwandaise auprès du M23. Le Rwanda dément et accuse en retour la République démocratique du Congo. Selon les analystes, ce phénomène peut s'expliquer en deux facteurs paradigmatiques. Tout d'abord, l'explication d'un principe des relations internationales et du droit international, à savoir le principe de réciprocité qui instaure l'équilibre de la terreur sur le terrain. En effet, les deux pays s'auto-accusent, tout comme la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Parallèlement, le Rwanda accuse la RDC de soutenir la FDLR, c'est-à-dire la Force démocratique de libération du Rwanda, un mouvement rebelle qui lui est hostile et qui est actif dans l'est de la RDC. Ce qui explique sur le terrain que chaque pays à son niveau se tient en état d'alerte pour riposter en cas d'éventuelle attaque de l'autre. Le deuxième facteur paradigmatique est la dynamique extérieure occidentale. En effet, il ne faudrait pas épargner cette dynamique qui montre que ces mouvements rebelles bénéficient de l'appui de certaines puissances étrangères. Sinon, comment comprendre la présence des casques bleus au Congo depuis 2 décennies et la persistance de ces mouvements rebelles? Comment comprendre la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui affirmait que le M23 détient du matériel militaire largement supérieur à celui du gouvernement du Congo? Pour le politologue camerounais Abdou Ndam, il serait judicieux, voire plus important, que les autorités de la sous-région prennent des dispositions afin de permettre un cessez-le-feu, notamment une médiation. On souhaite que, comme c'est déjà arrivé, que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à le fait de mettre sur pied une médiation en vue de mettre autour de la table pour une énième fois, parce que rien n'est au-dessus du dialogue, rien ne dépasse le dialogue. Ce n'est que par le dialogue que l'on peut trouver une solution pacifique et efficace. Je crois qu'il faudrait que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à le fait de mettre sur pied une médiation pour pouvoir permettre à ce que les deux chefs d'État puissent se trouver autour de la même table afin de rétablir la relation diplomatique entre ces deux États. Pourquoi? Parce que le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce sont deux pays voisins. Ils partagent plusieurs valeurs. Vincent Karega, désormais expulsé de la République démocratique du Congo, cela confirme une dégradation diplomatique entre les deux pays en attendant des résolutions plutôt fructueuses. Vous ne partez donc pas, Emamoto. Nous restons avec vous, bien sûr. La République démocratique du Congo maintient donc ses accusations contre Kigali. Après donc l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula pose donc des conditions à Kigali pour un dialogue afin de parvenir à une désescalade. À vous, Emamoto. Suite à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega de Kinshasa, la République démocratique du Congo maintient ses accusations contre Kigali, notamment le soutien de la rébellion du M23. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, affirme que la situation sécuritaire est préoccupante, mais les forces armées congolaises parviennent à neutraliser les offensives de l'armée rwandaise et du M23. C'est l'armée rwandaise qui vient au secours du M23 et qui avance sous le couvert du M23. Effectivement, la situation sur le terrain au moment où nous parlons, elle est préoccupante, mais nos forces armées résistent et sont parvenues à bloquer les offensives de l'armée rwandaise avec le M23. Pour parvenir à une désescalade, Christophe Lutundula pose des conditions pour un dialogue et ne cache pas sa confiance à la médiation du président angolais João Lourenço, désigné par l'Union africaine. Pour l'instant, les autorités rwandaises nous ont démontré que nous n'avions pas des raisons de leur faire confiance et que leurs intérêts sont diamétralement opposés aux nôtres. Y aura-t-il une évolution qui va encourager le dialogue? Nous le souhaitons bien parce que nous sommes tous de la même région. Et donc, pour nous, s'il y a une évolution significative, c'est-à-dire 1. Le retrait du M23 des territoires occupés. 2. Le retour de nos compatriotes
à leur domicile. Et 3, la fin définitive, sans condition et sans délai, de tout soutien au M23, en particulier du soutien du Rwanda. Il n'y aura aucune raison de ne pas dialoguer. Mais pour le moment, nous faisons confiance au président Lourenço de l'Angola, qui a été constitué facilitateur par l'Union africaine, et nous sommes à sa disposition. Dans les prochains jours, la communauté des États d'Afrique de l'Est déploiera une force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Emma Moto. Et bien, parlons de toute autre chose à présent. Pourquoi pas Niger-France? D'une pierre, du coup, la France accepte donc une aide budgétaire de 15 millions d'euros au Niger et renforce bien sûr sa présence militaire. Au mépris bien sûr de la société civile et d'une partie de la classe politique nigériane, Mohamed Bazoum clame donc son soutien indéfectible à la France et noue bien sûr des liens d'amitié avec Emmanuel Macron. Et bien sûr, Kouéchou dans ce reportage fait donc le récit de cette amitié trouble aujourd'hui et par ailleurs récompensé. Je vous propose de l'écouter. La France vient d'accepter une aide budgétaire de 15 millions d'euros au Niger. Une aide budgétaire qui devrait prochainement être décaissée par le Trésor français en faveur de Niamey, dont les rapports avec Paris se portent on ne peut plus bien. D'ailleurs, la France conforte par la même occasion sa présence militaire dans le pays, en proie à des attaques djihadistes, notamment dans la zone des 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali. Le sentiment anti-français gagne du terrain dans son ancien précaré en Afrique de l'Ouest, mais rien ne semble ébranler les affinités entre le président français, Emmanuel Macron, et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, qui, malgré les soulèvements populaires des Nigériens, contre la présence française au Niger, n'a jamais cessé d'apporter son soutien à la France, allant jusqu'à critiquer la capacité des militaires au pouvoir au Mali à obtenir des résultats probants en matière de sécurité, après l'expulsion du Mali des forces françaises de Barkhane au mois d'août dernier, qui avaient alors trouvé refuge au Niger. Alors, une aide budgétaire de Paris pour remercier Mohamed Bazoum pour son indéfectible soutien, tout porte à y croire. Bazoum ne s'est également pas privé de déplorer l'inefficacité des paramilitaires Wagner russes, une ligne qui ressemble à s'y méprendre de celle de Paris. Je suis totalement désolé de la campagne qui est menée contre eux. Je veux que les Français soient forts, avait-il déclaré au lendemain du débarquement de Barkhane au Mali. Depuis la discrète visite de Mohamed Bazoum en France le 15 septembre dernier, la France a déployé ses cartes sur le plan diplomatique au Niger, avec notamment la désignation d'un proche d'Emmanuel Macron, Sylvain Ité, au poste d'ambassadeur de France au Niger. Preuve, s'il en était encore besoin, de la fluidité sur l'axe Paris-Niamey. À présent, s'entend donc par là au Brésil, l'élection présidentielle, Lula l'emporte. Quelle coopération avec l'Afrique s'interroge la rédaction centrale de For You Media Africa. Eh bien, au Brésil, après plus de 3 ans d'indifférence de Jair Bolsonaro, le grand retour aux affaires de Luis Inácio Lula da Silva est donc grandement salué dans le monde en général, mais bien sûr en Afrique en particulier. Et bien que surtout quand on sait que le président Jair Bolsonaro, pendant son règne, ne portait pas vraiment à cœur les intérêts du peuple africain. Dans ce reportage, nous prenons plus de précisions. C'est le grand retour de Luis Inácio. Un retour particulièrement apprécié et même célébré par la majorité africaine. Depuis l'annonce des résultats le dimanche dernier, les réactions des dirigeants du monde entier fusent un peu de partout, et particulièrement en Afrique, où justement la victoire de Lula da Silva a été singulièrement saluée. C'est le cas de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a particulièrement adressé de chaleureuses félicitations, tout en lui souhaitant ses meilleurs vœux de réussite. Umaru Sissoco Embalo n'a pas manqué également de féliciter pour cette victoire et a même promis d'œuvrer pour des relations bilatérales solides et prospère entre le Brésil et son pays. Si pour certains, leur est encore félicitations, d'autres par contre se projettent déjà dans le futur. C'est le cas de Cyril Ramaphosa lorsqu'il dit, je cite, « L'Afrique se réjouit de travailler avec le gouvernement brésilien
sous la direction de Da Silva. Fin de citation. Précisons ici que la réaction des Africains n'est pas une surprise car notons que, durant 8 années de sa présidence, Lula da Silva a visité pas moins de 27 pays en Afrique, dont le Sénégal. Par contre, le surnommé Donald Trump, en référence à l'ancien président Jair Bolsonaro, n'a pas mis ses pieds en Afrique pendant ses 4 années de présidence, privilégiant les pays de l'hémisphère nord. Pourtant, en 2000 et 2010, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique sont passés de 4 à 20 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition en langue française. À la suite, c'est en langue anglaise avec vous, Jix Nabissé. Thank you, Bella. Bon après-midi, ladies and gentlemen. Thank you once again for joining us. We debut the second segment in the Central African Republic, where historic decision such is a qualifier given by Central Africans to the first verdict of the Special Criminal Court created in 2015. The latter condemned on October 31, 2022, 3 members of an armed group to heavy sentences for crimes against humanity. The rest of the story in the Central African Republic is with your Fotso. It is a historic appointment for the Central African Republic and for the victims, said Arnaud Dubai, Central African Minister of Justice. A verdict handed down by a college of Central African and international judges. The first of its kind, this verdict concerned the massacres of at least 46 civilians in May 2019 in the villages of Kunjili and Lemuna in the northwest of the country. According to the Special Criminal Court, Issa Salet Adoum, Yauba Usman and Mahamat Taib, all 3 members of the rebel movement Rotu Reclamation and Rehabilitation, 3R for short, are found guilty of war crimes and crimes against humanity. Issa Salet Adoum was sentenced to life imprisonment while Yaruba Usman and Mahamat Taib were sentenced to 20 years in prison each. Delivered Monday, October 31, 2022 for trials open since April 25, this verdict marks an important step in efforts to bring justice to the atrocities committed in the country. As a reminder, the Special Criminal Court created in 2015 and which became operational in 2018 is a new type of court empowered to try serious crimes committed during armed conflicts in the Central African Republic since 2003. Thank you, Jay Fotso, for that report. We now proceed and take you to the western part of the African continent, where coupled with rising security concerns in Lagos, Nigeria, in just a few days, the country or the city has witnessed 2 deadly fires. First, a building occupied by a bank on Aduola Odoku Street, Victoria Island, Lagos, where about 4 people were burned to death with several others wounded, and later a popular market in Yaba area of the state was equally engulfed. The rest of the story is in the following reports. In a few days, Lagos has witnessed 2 deadly fires. First, a building occupied by a bank on Aduola Okedu Street, Victoria Island, Lagos, where no fewer than 4 persons were burned to death with several others wounded. Still trying to recover from the shock, a popular Tejosho market in Yaba area of the state was equally engulfed in flames. Coupled with the ongoing security crisis in the West African country, such incidents could only trouble the population more. The Lagos State Fire and Rescue Service successfully put out the fire that gutted the bank building after receiving distress calls on a fire outbreak earlier on Tuesday, and rescue operations commenced almost immediately. The details of the first fire outbreak in the market are yet to be released, though according to sources, it happened inside the military barrack in Yaba, close to Tejosho and the Yaba train terminal. Nigeria over the years has witnessed fire incidents, most of which were triggered by unidentified gunmen, whom have been pumping fear into the hearts of Nigerians, especially those in the northwestern or northeastern part of the country. Down the records,
it is not the first time a fire incident is happening in the West African nation. Could this trend of fires in the country be linked to the rising rate of insecurity? One can't help but wonder. We now talk the Democratic Republic of Congo and Rwandan tensions, where thousands of Congolese joined anti-Rwandan protests in the eastern city of Goma on Monday to denounce Rwanda's alleged support of the M23 rebels, as Kinshasa recalled his interim acting ambassador from Kigali, the capital of Rwanda. This comes amid soaring relations between the two countries. Take a listen to the details of the story. Thousands of Congolese joined anti-Rwandan protests in the eastern city of Goma on Monday, denouncing Rwanda's alleged support of M23 rebels, as Kinshasa recalled his interim acting ambassador to Kigali in further soaring of relations. Rwanda has denied Congo's long-standing accusation that it backs the M23, a Tutsi-led rebel group that had attacked Congolese forces near the Rwandan border since 2012. Tensions escalated last month after the group launched a new offensive in North Kivu province and captured the strategic town of Kiwanja on Saturday, prompting Congolese authorities to expel the Rwandan ambassador. Congolese Foreign Ministry went ahead on Monday recalling the interim charge d'affaires from Kigali and ordering its newly appointed ambassador to Rwanda not to register his credentials, it announced in a statement. In August, the United Nations experts said they had found solid evidence Rwanda had been interfering militarily in eastern Congo. Rwanda's government has disputed the UN findings. Ladies and gentlemen, we now talk a COP27, where the United Nations Climate Change Conference, often known as COP27, starts in Sharm el-Sheikh, Egypt next week, and climate change activities are pushing major emitters in developed countries in order to make bigger commitments at the conference. The rest of the story is with you, Fotso. According to a recent report by the United Nations Environment Programs, the international community is still falling far short of the 2015 Paris Agreement goals, with no credible pathway to keep the rise in global temperatures below the key threshold of 1.5 Celsius. Carbon-cutting plans by governments are still inadequate, and environmental leaders are asking developed countries to do more. 75% of all greenhouse gas emissions are from the G20, the highest 20 economies, United Nations. Environment Executive Director Inge Andersen says they need to do more, and that is the conversation we need to have at the COP in Sharm el-Sheikh, Africa's COP as we call it. They need to learn in both with money, but also with their own emission reduction. The conference comes at a time when the Horn of Africa endures record droughts and famine warnings in Somalia. Africa produced less than 4% of global emissions, yet still suffer the effects of global warming, including food insecurity, increased conflict, and more severe weather events. Thank you, Jay Fotso. In order to wrap up the second segment, ladies and gentlemen, we'll move away from climate change to talk health now in Cameroon. The third round of the local vaccination campaign against the outbreak of the polio virus is expected to debut this November 2022. It was announced during a press briefing that took place on October 31st, 2022 in the city of Douala Littoral region of Cameroon. The rest of the story, you should listen to the following reports. In a bid to join the rest of the African continent and the world in the fight against the polio virus, the third round of the local vaccination campaign against the outbreak, expected to debut this November 2022, was announced during a press briefing that took place in Douala on October 31st, 2022. On October 24, Cameroon joined the international community commemorate the International Day for the fight against the polio virus, which was meant to create awareness against the disease. Celebrated under the theme World Polio Day 2022 and beyond, a healthier future for mothers and children, it kicked off in Geneva with discussions between the World Health Organization
Rotary International and polio experts to consider future efforts to continue the decades-long collaboration against polio. At the level of Cameroon, 5 health districts have successfully given positive results, while 19 health districts were yet to bring forth acceptable results, according to the regional delegate for public health, Mr. Ewana Leonard. According to him, that is the main reason why the Ministry of Health called for a 3rd round of vaccination so every child below 5 years could be immunized. The current campaign is aimed at vaccinating all children below 5 years by administering 2 drops of oral polio vaccine. During the campaign, we should equally ensure that at least 95% of parents are informed. We should equally strengthen disease surveillance during this campaign. And when we talk of disease surveillance, we mention the main vaccine preventable diseases. That's polio. The delegate went ahead to state the main strategies which will be used to ensure a successful vaccination campaign. What are the main strategies? The main strategy, first of all, is a door-to-door strategy, and then is a field strategy at the level of health facilities. Then we can also have the outreach strategy at the level of communities. It can be at the level of churches, it can be at the level of schools, because we have most of our targets at the level of schools. It can be at the level of chief places. It can be at the level of markets. All places at the level of the community where you find the population, teams should be able to go around to make sure that they vaccinate those target children. To counter these low vaccination rates, statistics illustrate that it should start with appropriate information given out to the parents so as to increase the number of children who receive the jab. All media experts were therefore called upon to play their part in the awareness process. Ladies and gentlemen, it's with that report on health that we end, of course, the second segment of this news in the English language with Minjix Nabse. Et pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.